L'histoire commence par un orage et une tempête dans le ciel. Un gigantesque éclair s'abat. Et c'est toute l'attaque d'un homme dont le coup fend la terre et projette les gens. Les bruits du tonnerre s'apaisent. Et nous apprenons l'existence du roi du poing. L'homme qui a soumis Jianghu avec rien d'autre que ses poings nus. Aujourd'hui, il est plus souvent désigné par ce titre que par son vrai nom, Dan Wuzong. Devant lui se trouve un adversaire vaincu. Dan lève les yeux vers l'homme, les yeux pleins d'irritation. Soudain, il ressent une vive douleur. Et une énorme plaie sanglante apparaît dans son estomac, qu'il tient avec sa main. Il explique qu'il a été attaqué par un groupe mystérieux. Et qu'il a réussi à éliminer presque tout le monde. Sauf les 2 derniers guerriers. Qu'il observait du haut de la falaise. Il remarque un détail. Les 2 guerriers ont l'air très sophistiqués et riches. Et se demande d'où ils viennent. Prêt à en finir, il donne un coup de pied à l'un des ennemis en direction des 2 guerriers. Alors que le pauvre homme vole vers eux, il demande au démon de l'épée de l'aider. Mais le démon de l'épée tend lui-même la main vers la poignée. Il coupe brusquement son guerrier en 2. C'est impressionnant. C'est assez brutal. Et les 2 morceaux de viande tombent au sol sous le rocher. Wuzong raconte que le démon l'a fait sans la moindre hésitation. Il a donc l'habitude de frapper injustement, même sur ses alliés. Et remarque une étiquette sur son épée qui dit Blood. Wuzong la reconnaît et dit qu'avec une telle cruauté, ce symbole ne signifie qu'une chose. Il se rend compte qu'ils appartiennent à un clan de démons. L'épéiste démoniaque saute à terre et se dit très impressionné. Après tout, s'il a pu tenir aussi longtemps, il mérite son titre. Dan lui dit de se taire. Parce qu'il va le tuer en 10 coups seulement. L'épéiste démoniaque dégaine sa lame, le traitant d'homme très insolent. Puis il s'élance soudainement, se balançant, l'épée laissant échapper des vagues violettes. Son premier coup explose, mais Wuzong plonge sous le coup. Chargeant son bras pour une contre-attaque, il réduit instantanément la distance. Le premier coup explose, mais Wuzong plonge sous le coup. Chargeant son bras pour la contre-attaque, il réduit instantanément la distance et frappe l'épéiste démoniaque en pleine poitrine avec son éclair, le surprenant. Il lâche son épée et se met à cracher du sang. Dan, quant à lui, se prépare déjà à porter son coup décisif et passe immédiatement à l'attaque. Le 2e coup est déjà plein d'énergie foudroyante, encore plus douloureux. Le tour suivant est une rafale de 6 coups. Il remarque une bizarrerie, ses coups manquent les points vitaux. C'est le 9e coup d'affilée. Mais il dit que c'est comme si quelqu'un le retenait. Nous voyons un fil d'énergie violet autour de son bras. Un autre homme tire dessus. Mais Wuzong ne se rend pas compte qu'il en a fait sa marionnette. Pendant qu'il est distrait, le démon épéiste saisit sa lame. Et de toutes ses forces, il poignarde Dan à la poitrine avec son katana. Celui-ci se met à cracher du sang, serrant la lame dans sa poitrine. Le démon épéiste déclare en souriant que le règne de King Fist prend fin ici. Mais au lieu de cela, ses yeux s'emplissent d'émerveillement. Quand les fils violets de l'aura sont coupés par la force brute de Dan, c'est qu'il est très fort. Le démon serre les dents et tente de se couvrir de sa main. En frappant directement le démon épéiste, il provoque une explosion massive. Lorsque la poussière retombe, le démon épéiste est presque indemne, juste une égratignure sur la joue. Il se met à rire de soulagement, disant que Wuzong est un vrai monstre au combat. Tout autour, on voit les ravages qu'a pu faire un roi du poing, terrassé par la perte de sang. Le démon est en colère contre son allié et dit qu'il aurait pu facilement mourir. Il commence alors à frapper Wuzong à la tête, disant que s'il doit mourir, qu'il le fasse ailleurs. Mais il reçoit un uppercut inattendu. Il pensait que Dan était mort. Et Wuzong dit que c'était son 10e coup de poing. Le gars à côté de lui se met à rire, et le démon épéiste devient rouge d'embarras. Les yeux de Dan se ferment. Wuzong dit que son pouvoir s'amenuise, et que c'est donc la fin pour lui. Mais il regrette un peu de ne pas avoir achevé le démon du dernier coup. Il est mort des mains du clan démoniaque, et nous voyons une gigantesque décharge d'éclairs bleus s'abattre sur la cour. Nous sommes transportés dans un manoir du mont Juhua. Là, une femme se tient au chevet du malade et lui dit que ce n'était que de l'horreur. Wuzong ouvre lentement les yeux. Il est confus quand elle lui demande s'il va bien. Dan ne se rend pas compte de l'endroit où il se trouve et se demande s'il est guéri. Il regarde autour de lui et aperçoit de beaux murs et une cruche ornée d'une fleur. Il y a aussi des tapis et du papier sur une table. Dan s'assoit sur le lit et, au début, ses yeux s'assombrissent, mais il revient à Norma. Puis, constatant qu'il n'a pas de blessure, la fille à côté de lui propose de l'eau. Wuzong accepte mais se demande pourquoi elle l'appelle le premier jeune maître. Alors qu'il sirote son thé, il aperçoit un miroir. Mais il ne reconnaît pas son propre visage. Il est pâle, maigre et a de longs cheveux. Il recrache sa boisson dans une fontaine et un arc-en-ciel. Puis il essaie de s'arracher le visage, pensant qu'il s'agit d'un masque. Mais en regardant de plus près, il ne trouve aucune couture dans le cou, ce n'est donc pas un masque.
Alors qu'il continue la torture, la fille voit ceci. Elle s'enfuit en disant qu'elle sera bientôt de retour avec le médecin. Dan se gifle même, puis se gifle encore, ne réalisant pas ce qui se passe. La fille à la porte remarque qu'il est très étrange aujourd'hui. Dans la chambre, Wozong pense que les démons n'ont pas pu faire ça, il aurait simplement pris le contrôle de Jianggu. Mais il se demande à qui appartient ce visage. De quel genre de personne s'agit-il? Il se rend compte qu'il doit se lever et trouver une solution. Et il remarque le Kingu sur la table. Dan se lève lentement. Il n'arrive pas à faire 2 pas. Il dit que son corps n'obéit pas, c'est comme s'il était un petit cerf. Il parvient à atteindre une chaise et prend le livre Yona Trading Group. Il dit qu'il a déjà entendu ce nom. C'est un grand groupe commercial près de la montagne Jua. Bien qu'il soit loin des marchands, le nom lui est familier. Et le destinataire des lettres est le propriétaire de son corps. Le propriétaire de ce corps est le fils aîné de Li Jinyu. Toutes les lettres lui sont adressées, certaines lui demandant d'emprunter de l'argent. D'autres l'appellent à jouer. Et il y a même une lettre d'une femme qui lui demande de l'intimité. Dana est furieux de ce qu'il a appris dans les lettres. Wozong affirme que le propriétaire du corps est un alcoolique ou une autre personne marginalisée. Cet événement n'est ni de la sorcellerie ni un masque, et il ne ressent rien d'étrange à propos de ce corps. Dan en conclut que, d'une manière ou d'une autre, il a été réincarné dans ce corps. Il soupire et admet qu'il est devenu fou. Soudain, quelqu'un fait irruption dans la pièce et l'appelle. Il se précipite dans la pièce. Puis s'arrête en prenant une drôle de pause. C'est Gunsun Myung, son médecin personnel. Wozong fronce le nez, se demandant quel genre de monstre il est. Gunsun dit qu'il a été informé de la bizarrerie et qu'il est mort d'inquiétude. Il commence à prendre son pouls. Mais Wozong s'éloigne en disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Gunsun est heureux de cette nouvelle et lui dit qu'il lui a préparé son repas préféré. On lui apporte de la soupe de poulet, qui est excellente pour renforcer le corps. C'est ce que dit le docteur Fu. Mais Wozong le traite de bâtard, car elle est bonne pour un homme en bonne santé, mais empoisonnée pour quelqu'un d'aussi faible et malade. Il a dû prendre son pouls, car il s'est inquiété de son bon état de santé. Dan découvre que Gunsun se comporte comme un serpent. Il dit qu'avec un bon appétit, Wozong pourra participer au tournoi de combat du dragon et du phénix. Wuzong se demande depuis combien de temps cette compétition existe. Gunsun répond que cela fait environ 200 ans. Dan est d'accord et demande à garder la soupe, mais il n'a pas d'appétit. Il chasse Gunsun en disant qu'il veut dormir. En fermant la porte, il soupire, remarquant que si la 200e compétition du dragon de Phénix approche à grands pas, cela ne fait pas longtemps qu'il n'a pas eu le temps de dormir. Il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Et c'est tant mieux. Après tout, la faction démoniaque est toujours en vie, et il pourra les tuer. Et ce docteur à l'allure de serpent, c'est beaucoup de gens qui méritent de mourir. Cette fois, Dan les convainc qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Maintenant, il va essayer de les tuer tous d'un seul coup. La scène avance rapidement, et certaines des servantes sont surprises. Leur maître, qui ne mange habituellement que de la bouillie, a maintenant une faim folle et s'entraîne régulièrement. Il ouvre la porte. Et nous voyons un Dan à moitié nu, tout mouillé et fatigué. Il se demande si la fille lui a préparé son petit déjeuner. Il court alors vers la table, s'habille et ordonne de ne préparer à partir de ce jour que des petits déjeuners simples. Tous les serviteurs de la maison remarquent que monsieur a maintenant l'air en bien meilleure santé. Son médecin traitant frappe alors à la porte, et Dan se dirige vers le petit déjeuner. Les servantes le regardent, voyant qu'il n'est pas heureux, et ne savent pas si elles doivent laisser entrer le médecin. Dan leur dit de le laisser entrer et la servante s'empresse d'accéder à sa demande. Le garçon remarque à quel point le docteur est présomptueux de venir le tuer à nouveau. Le médecin sourit et s'adresse poliment à l'homme. Cela ne fait que l'exaspérer, car il ne sait pas très bien pourquoi l'homme cherche à plaire. Il sourit et dit qu'il veut attraper ce rat. Dan lui demande ce qu'il veut, et le docteur tressaille d'embarras. Il s'excuse en disant qu'il est venu parce qu'il se sent seul, il n'a pas eu de nouvelles de lui depuis longtemps. Le médecin remarque alors que Dan a l'air en bonne santé et lui dit que son traitement n'a servi à rien. Dan se demande ce qu'il entend par là. Puis il demande s'il parle de la tentative d'empoisonnement avec la soupe du phénix du dragon. Gongsun est surpris et dit qu'il y a un malentendu. C'est un aliment nutritif et tonique. Et Dan dit qu'il pensait que c'était du poison. Gongsun s'inquiète et lui rappelle qu'il est son médecin personnel. Et que s'il n'est pas le bienvenu ici, il partira. Alors qu'il s'en va, Dan l'interpelle. Il est venu sans invitation et maintenant il s'en va sans permission. Est-ce qu'il se rend compte de qui est le patron? Le médecin est choqué, il sent qu'il est sur le point de s'effondrer. Dan rit et dit qu'il plaisante. En réponse, Gongsun rit nerveusement. L'homme commande des ustensiles d'écriture, il a besoin d'écrire une lettre. Dan dit qu'il va dicter maintenant et laisser Gongsun écrire.
Il déclare qu'il restera longtemps dans la villa en raison d'une grave maladie, alors que sa vie continue obstinément. Il veut des conseils sur ce qu'il doit faire ensuite. Gongsun se fige. Et Dan demande pourquoi il n'écrit pas. Gongsun sourit et demande ce qui se passe ici. Puis les baguettes passent devant lui et Dan lui ordonne de parler. Les baguettes transpercent le mur derrière son cou. Le docteur sent que son cou saigne. Et Dan déclare qu'il n'est pas le Lee Jin-young dont il se souvient. Gongsun panique et demande ce que cela signifie. Dan se calme enfin un peu et commence à expliquer. Pour les gens ordinaires, la soupe est un tonique curatif. Mais pour un patient faible comme lui, c'est un poison. En tant que médecin, il en est certain. Il demande si le médecin a vraiment pensé cela pendant qu'il s'inquiétait. Dan n'aurait pas remarqué qu'il prenait son pouls. Et ce qui est plus important, c'est que GH l'a remarqué tout de suite, dès qu'il a refusé la soupe parce qu'il n'avait pas d'appétit. La posture et l'attitude du médecin ont immédiatement changé, et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Gongsun n'a pas pu cacher ses intentions meurtrières et sa colère. Dan est sûr qu'il n'a pas agi seul et exige d'écrire les noms de ceux qui lui ont donné des ordres. Gongsun se demande pourquoi il fait cela et pourquoi il soupçonne un homme aussi bon. Le docteur soupire et se couvre les yeux de sa main. Mais Dan le fixe sans détourner le regard. Gongsun arrête immédiatement de faire semblant. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un homme aussi méchant que Jin-young ait une conscience. Le docteur dit qu'il essayait juste de le faire partir dignement et se traite d'imbécile. Gongsun regarde les servantes et pense qu'il va devoir les tuer aussi. À ce moment-là, le médecin sort une aiguille cachée. Soudain, Dan se frappe le crâne avec la brosse. Il commence à cracher du sang. Et Dan lui dit de ne pas faire de bêtises. Il suffit d'écouter quand Jin-young s'adresse à lui. Dan remarque que son bras lui fait mal. Parce que son corps est trop faible, il faut donc qu'il reprenne des forces rapidement. Une fois qu'il sera plus fort, peu importe que tout le groupe de Yonga soit contre lui, ils ne pourront pas lui tenir tête. De retour au sein du groupe, il enquêtera minutieusement sur le cas de Gongsun. Il ressent une vive douleur et s'effondre sur la table. Dan ne se rend pas compte de l'origine du mal de tête. Il entend l'appel de quelqu'un. Il commence à avoir des visions, d'abord du docteur, puis il les voit se rencontrer juste avant. Il se rend compte que ce sont les souvenirs de l'ancien propriétaire du corps de Jin-young qui envahissent son esprit. Les larmes coulent sur son visage, il dit qu'il comprend maintenant. Les gouttes ne tombent pas sur le sol, mais dans une étendue d'eau. Celle-ci reflète la maison de Lee Jin-young, le fils aîné d'une riche famille. Et en tant que fils aîné d'une famille de marchands, il n'était pas aussi intelligent que le deuxième frère, ni aussi fort que le troisième. Il n'était qu'un fils malchanceux qui n'avait pas assez de tout. Jin-young a essayé de compenser ses lacunes par de l'argent, mais il a fini par se vautrer dans la débauche et les plaisirs insensés. Lorsqu'il s'est rendu compte de ses erreurs et qu'il a regardé en arrière, il était trop tard pour changer. Il a été envoyé dans cette villa parce que, si ma mémoire est bonne, la famille principale ne se souciait pas de l'endroit. Le problème, c'est qu'il est né sans les souvenirs des autres. Mais maintenant il peut se concentrer entièrement sur les arts martiaux. Dan ne croit pas qu'un corps aussi magnifique ait été gaspillé. Avec ses connaissances, il atteindra rapidement un haut niveau. Mais il remarque quelque chose d'autre. Et en regardant tout son argent, il se rend compte qu'il n'y a rien qu'il ne puisse acheter pour sa santé. Il regarde le cadavre de Gongsun et dit qu'il devrait être enterré. La scène se transforme en un magnifique paysage de montagne avec des cerisiers en fleurs. Les saisons changent l'une après l'autre. L'automne arrive et une servante balaie les feuilles mortes au manoir. Puis l'hiver recouvre tout le palais de neige. Puis le printemps arrive, une année entière s'est écoulée. Quelqu'un marche dans la cour. Un homme franchit la porte, voit les servantes, et dit qu'il a une lettre pour le jeune maître. C'est l'un des gardes du groupe commercial Yona, Mok Inseop. La servante l'informe que le jeune maître s'entraîne dans la cour là-bas. Inseop le regarde avec stupeur. Le maître a été vu en train de méditer. Mok n'arrive pas à croire qu'il s'agit du même maître dont il se souvient. La scène se transforme en une narration au nom du GG. Il explique que quelques saisons se sont écoulées. Pendant cette période, son noyau d'énergie s'est manifesté, il a gravé dans ce corps tous les arts martiaux nécessaires à la survie. C'est l'art de la mobilité éclairée, l'art du corps éclairé. La technique du pas rapide. C'est aussi l'art qui lui permet de contrôler la foudre, l'art de la foudre blanche en 10 phases. Il en est actuellement à la 4e phase. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Il est en train de méditer. Mais soudain, il se soulève du sol. Il s'appuie sur ses bras pour s'envoler. Et donne un coup de pied à une feuille qui tombe, qui semble d'abord complètement entière, puis se brise en 4 morceaux. Mais ce n'est pas assez pour lui, il dit que ce n'est pas assez rapide ou assez fort pour son niveau. Inseop l'interpelle, se présente et indique sa position et qu'il fait partie de l'équipe de sécurité. Il dit qu'il est venu le voir avec une lettre du clan principal.
Dan ordonne que la lettre soit remise. Inseop n'en croit toujours pas ses yeux, car il se souvient de lui comme d'un bébé qui ne fait que boire et pleurnicher. Dan demande à ne pas se faire attendre, car son bras lui fait déjà mal. Il entre dans la pièce et commence à lire la lettre. La lettre révèle que son père s'est évanoui et qu'il est alité. Mais la cause de la maladie n'est pas claire. Dan cherche déjà un piège dans cette affaire. Inseop dit qu'il pense savoir pourquoi. Le clan Ouyang est responsable de tout cela. Il dit qu'ils leur ont payé un tribut sous couvert de protection, et que les paiements ont atteint des montants exorbitants. Dan demande s'ils méritent cette augmentation. Inseop le nie catégoriquement et les traite de chiens. Même lorsque la secte de la petite déité a tenté d'imposer des taxes sur le commerce sauvage. Le clan Ouyang a prétendu qu'il ne rencontrerait le chef du clan Yona que pour des affaires sérieuses, mais il ne l'a jamais fait. Mais leur capitaine de garde ne pouvait pas s'y opposer, parce que c'était Ouyang ou Dan acquiesce. Il a entendu ce nom, le clan est célèbre dans le Jianghu, alors comme il est si puissant, cela signifie que les marchands sont sous son aile. Dan demande, donc, s'il traite avec eux, le problème est résolu. Inseop est surpris de cette solution, mais il ajoute qu'il y a une autre raison à la chute de son père. Il y a eu un combat à l'épée entre deux de ses frères, et après que son père ait vu leur combat, il s'est senti malade. Dan se demande si c'était sous l'effet de la colère, Inseop confirme que c'est exactement ce qui s'est passé. Dan n'arrive pas à croire qu'ils se sont battus devant son père, et avec des épées. Inseop tente de le rassurer. Mais Dan le repousse. Il ne peut pas rester les bras croisés à regarder tout cela. Il dit de garder la lettre. Se lève et regarde Inseop. Puis dit qu'il va résoudre le problème lui-même. Ensuite, la scène change, Inseop dit aux gardes que le gentleman a changé. Il dit que Jin-young est devenu un véritable artiste martial et qu'il a acquis un corps superbe. Les autres se regardent, puis éclatent de rire, ne comprenant pas comment ils peuvent parler ainsi de ce perdant sans talent. Ils plaisantent en disant qu'il a dû devenir un champion de lutte au lit, et l'un d'eux ajoute qu'il est alors devenu un guerrier légendaire au drap. Inseop est informé que s'ils font déjà des blagues, ils devraient les faire plus habilement, par exemple que le vice-capitaine a une maîtresse, ce qui serait plus crédible. À ce moment-là, un homme apparaît derrière eux, et demande si le jeune homme a enfin retrouvé la santé. On nous présente le vice-capitaine Inseop. De sa main, il a déjà pris et réprimandé le blagueur aux cheveux très roux. Inseop dit que Dan a toujours eu de grandes capacités physiques. Il demande à Inseop quand il sera de retour. Inseop répond qu'il ne sait pas. Mais quelqu'un crie alors qu'il est déjà là. Inseop montre du doigt cette direction. Les gardes disent qu'il est temps de l'accueillir, mais l'un d'eux refuse de se lever pour le fainéant. Inseop leur rappelle qu'il paie leur salaire et fait taire l'homme mécontent. Alors qu'il s'approche du bâtiment principal, Dan regarde autour de lui et murmure que c'est de la folie. Le groupe commercial de Yonga a vraiment les moyens de faire quelque chose comme ça. Jin-young n'est pas seulement né dans la richesse, il a eu une cuillère d'argent dans la bouche. Il ordonne aux deux servantes de le conduire à la maison de son père et de se reposer. Tout en marchant, il réfléchit et ne comprend pas du tout quelque chose. Pourquoi diable personne ne le salue? Soudain, il entend des bruits de pas, se retourne et entend une voix. Une foule de gardes dégainent leurs épées et courent vers lui pour accueillir leur seigneur en triomphe. Dan se réjouit de voir les gardes l'accueillir avec des acclamations pour son retour sain et sauf. Inseop le salue en s'inclinant parmi les nombreux combattants. Il dit que le seigneur est devenu presque méconnaissable, mais se réjouit de le voir en bonne santé. Un autre garde se demande si cela ne blesse pas l'orgueil du vice-capitaine Inseop. Parce que Dan a toujours été violent, méprisant les autres. Il se comportait comme un mauvais garçon. Il a même battu le vice-capitaine, mais il l'a quand même traité avec courtoisie et respect. Et que maintenant, on allait encore se moquer de lui. Dan croise les bras. Il remarque que ce n'est pas un mauvais accueil pour une vieille brute et les remercie tous. Les gardes sont stupéfaits, c'est la première fois qu'il les remercie lui-même depuis longtemps. Il commence à discuter pendant que le capitaine conduit GH à son père. Comment un tel idiot a-t-il pu être aussi reconnaissant? Inseop dit qu'ils ont vu les changements de Jin-young par eux-mêmes. Red dit qu'il est devenu une personne différente. À ce moment-là, le vice-capitaine emmène GG chez son père. Inseop le regarde et lui sourit chaleureusement. C'est comme si Jin-young était leur allié plutôt que leur ennemi. Ils entrent dans le palais. Ce n'est que par les ombres que l'on peut dire qui est dans le corps de Jin-young, déjà à l'intérieur du bâtiment. Inseop dit qu'il a prévenu son père de sa visite. Mais au même moment, quelqu'un entre derrière eux. N'en croyant pas ses yeux, il pose sa main sur l'épaule de Dan et appelle H.G. Lazijin. Devant nous se trouve son jeune frère Ji-young, le troisième fils du groupe commercial Yona. Dan est silencieux, et Ji-young regarde son visage et dit qu'il est une personne différente. Il est même enfin capable d'avoir l'air en colère et féroce. Il a grandi? Il lui serre l'épaule.
Anyop remarque qu'apparemment il va être battu à nouveau, comme lors des dernières réunions de famille. Pour éviter tout conflit, le capitaine prend la main du frère du GG et engage la conversation. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps, ils sont donc heureux de se rencontrer. Ji-Young le gifle en lui demandant qu'il a laissé le toucher. Et Dan le regarde, choqué. Ji a dit qu'il peut à peine supporter ce bon à rien de Jin et que maintenant le capitaine va agir de la même façon? Il n'en est pas question. Il demande s'il ne devrait pas donner une leçon à son frère et au capitaine pour qu'il ne le méprise plus jamais. Soudain, Dan se passe la main sur la joue et appelle son frère. Et le gifle si fort qu'il crache du sang et tombe à la renverse, abasourdi. Anyop ne sait plus où donner de la tête. Ji-Young est furieuse et lui demande ce qu'il fait. Dan répond qu'il était heureux et impatient de le rencontrer en chemin. Et lui serre l'épaule aussi fort qu'il l'a fait, peut-être même plus fort. Ji-Young hurle à tue-tête, le traitant de bâtard fou. Dan sourit et dit qu'il ne correspond pas à ce titre, Ji-Young devrait l'appeler grand frère. Quelque temps plus tard, dans une autre partie du manoir, un homme qui marche dans le couloir remarque les gardes qui parlent bruyamment devant la chambre de son père. Il s'agit du deuxième fils de la famille et du chef de la sécurité du groupe, Lee Hw-Young. Hw-Young s'enquiert de la cause de l'agitation et Anyop lui explique qu'il y a eu un conflit entre les frères. Anyop lui explique qu'il s'agit d'un conflit entre les deux frères. Le jeune homme se rend compte que la cause du désaccord est Ji-Young, qui harcèle une fois de plus son frère aîné. HW s'écrie pourquoi personne n'est intervenu, compte tenu de l'état de fragilité du grand frère Jin. Il se rend immédiatement sur place, où les cris de Ja et les demandes de Dan d'arrêter de crier peuvent être entendus à la porte de la chambre de son père. Dan se retourne et salue son autre frère. Quand il arrive, il est gêné, car il ne s'attendait pas à ce que son frère aîné soit capable de se défendre. Puis tout le monde passe à la pièce suivante. Ji-Young continue d'écouter les reproches de son frère aîné. HW les regarde avec surprise. HW-Young explique que lorsqu'il a appris le retour de Dan, Yi a décidé de venir le voir, et il a été très surpris de voir à quel point il était beau. Dan promet qu'il va bien. Et remarquant sa blessure au bras, il se demande si c'est Ji-Young qui l'a causée. HW lui assure que la blessure est mineure. Mais Dan lève brusquement la main devant son jeune frère. Il le gifle, ce qui fait saigner son nez. L'aîné rappelle à ses frères de ne pas les menacer avec une épée s'ils ne veulent pas être giflés. Enfin, la relation entre les deux frères est redevenue normale. Ji-Young est très choqué. Il ne s'attendait pas à être frappé si fort. Surtout si l'on considère l'impuissance de Jin. HW-Young se réjouit que son aîné ait pris le contrôle de la situation. Mais se demande ce qui s'est passé au manoir puisque Dan agit comme une personne différente maintenant. GG répond qu'il a l'œil très aiguisé. Le regard de l'aîné se pose sur un parchemin posé sur la table. Et il se demande à quoi il sert. HW-Young explique qu'il a devant lui une liste de participants qu'il doit remettre demain à la salle d'assemblée. En feuilletant le parchemin, Dan exprime le désir d'étudier la composition du peuple. Quelque part là-dedans. Plus tôt, il avait l'intention de découvrir qui avait nommé Gonsun. Mais ce n'était pas nécessaire pour l'instant. Il avait trouvé ce qu'il cherchait. La préparation a été personnellement fournie par ce bâtard Du Yang-gu. Ensuite, Dan enroule le parchemin et s'adresse aux frères. Il insiste pour que tous ceux qui travaillent avec le clan Ouyang dans cette pièce viennent faire leur rapport. Les frères sont désemparés. HW-Young est paniqué. Et se demande si l'aîné suggère sérieusement une telle chose. Ji-Young trouve lui aussi de telles suppositions ridicules. Il affirme qu'il préférerait mourir plutôt que de laisser des étrangers empiéter sur le territoire de son clan. Après tout, leur père a fait beaucoup d'efforts pour les élever seuls. En écoutant cela, Dan est soulagé de ne pas avoir à les tuer. Il demande ensuite si tous les membres les plus anciens du clan assisteront au conseil de demain et reçoit une réponse positive. Il promet qu'il assistera à la réunion. Au moment de partir, les frères s'enquièrent de ses projets d'avenir et il leur dit qu'il va voir son père. Lorsqu'il part, HW reste perplexe quant aux événements survenus au manoir. Ji-Young s'exclame avec indignation qu'il aurait dû se rendre au Mont Juhua. Dans les appartements de son père, il est informé du retour de son aîné et ordonne qu'on le fasse entrer. En entrant, Dan regarde le lit. Et le père de son main lève les yeux vers lui. Le père s'interroge sur la raison du bruit dans le couloir, ce à quoi Dan répond que ce n'est pas grave. S'asseyant à côté de lui, Dan dit qu'il a entendu parler de sa maladie due au stress. Et son main avoue qu'il a été stressé toute sa vie, mais que maintenant il n'y arrive plus. Son père porte la main à sa joue. Et note que Jin-Young a changé pour le mieux, mais c'est comme si son visage était différent. Est-il vraiment Jin-Young? Cela n'a plus d'importance, son père est heureux de le voir de toute façon. Dan est d'accord avec Seung-man, mais il se sent étrange. Il explique qu'il a grandi sans parents. Et qu'il ne sait pas ce que c'est que d'avoir un père.
Mais dans les souvenirs de Jin, c'est différent. Il se souvient de son père comme d'un homme fort, grand et très important. Et même si les souvenirs continuent à l'aimer malgré les épreuves, quelque chose est différent maintenant. Pour une raison ou une autre, il lui semble si petit maintenant. Pour apaiser son père, Dan promet d'éliminer les sources de son anxiété. Il se charge de cette tâche pour que son main puisse enfin vivre une vie sans stress. Le père précise, « Que veux-tu dire par « éliminer » ? Et Dan, avec un sourire sinistre, lui dit de ne s'inquiéter de rien. Ce qui rend Seung-min anxieux. Le lendemain, toutes les personnes réunies prennent place au conseil. Le bâtard Ouyang-ou, maître martial du clan Ouyang, apparaît à la porte de la salle. Les hommes qui l'accompagnent regardent autour d'eux. En entendant la présence du fils aîné, Lee Jin-young, toutes les personnes présentes sont surprises par le retour de l'aîné et tournent leur attention vers lui. Ouyang-ou se met à rire, suggérant que Dan s'inquiète de son influence dans le clan et le groupe. Un peu plus tard, le deuxième fils déclare que s'il n'y a pas d'objection, il passera à la question principale. Ouyang-ou lève la main et exprime sa volonté de prendre la parole. À sa connaissance, personne n'a gardé le jeune maître Jin depuis son retour et il suggère qu'un garde soit désigné. Plusieurs personnes présentes se demandent si ou n'a pas outrepassé ses droits. Après tout, Yonga a déjà suffisamment d'hommes de main. Soudain, on entend le bruit d'un verre qui tombe, brisé par un cure-dent. Eo s'excuse en disant que sa main a tremblé. Il s'empresse de s'excuser auprès de son entourage. Ouyang-ou demande si quelqu'un veut s'y opposer. Les gardes se taisent. Le moustachu regarde fixement dans la salle, attendant une réaction. Apparemment, personne ne s'y opposera. Cependant, Dan l'empêche de terminer son discours. Dan déclare qu'il y a une plainte. S'avance et dit qu'il a une proposition à faire. Il pointe du doigt le moustachu et propose que Ouyang-ou soit démis de ses fonctions de chef de la sécurité. Les esprits s'échauffent, les alliés n'y croient pas. Et les hommes de main de Uri, pensant qu'il s'agit d'une terrible plaisanterie. Ouyang-ou répond en riant au visage de Gégé. Il se demande si Jin-young est sérieux lorsqu'il parle de le renvoyer. Il souligne que l'homme était alité et demande si le plus âgé a son mot à dire. Dan s'esclaffe en réponse, précisant s'il pense vraiment que c'est le cas. Il retire alors son bras et assène un solide coup de poing à Ouyang-ou. Le coup déclenche une explosion massive, dispersant des débris dans toutes les directions. Alors que la fumée et la poussière se dissipent, Ouyang-ou reste hébété. Et Dan lui rappelle qu'il a oublié le véritable détenteur du pouvoir à cause de son influence mesquine. Le pouvoir sur le Yona Trading Group est finalement passé entre les mains de Dan. Quelques heures avant la réunion, HW demande si GG va vraiment renvoyer O, prévenant qu'il n'est pas à la hauteur. Dan s'arrête et demande à HW s'il sait ce qui arrive à quelqu'un qui sous-estime un guerrier du Jianghu. Celui qui fait une telle supposition est dévoré. Il lui dit de regarder l'état de leur groupe, et dit qu'ils sont dévorés en ce moment même, regardez qui marche dans les rues. HW est d'accord et se demande quand le clan Ouyang a pris de telles proportions. Dan le rassure. Son grand frère va s'en occuper, il va régler ça tout seul. De retour dans le présent, HW est nerveux. Il est choqué de voir comment son frère aîné a décidé de régler ce problème. Les soldats de haut dégainent leurs épées et crient à Jin, qui se tient près du point d'impact. Ou est abasourdi, se demandant ce que veut le GH et s'il a perdu la tête. Agnob se demande s'ils sont impatients de mourir, en poussant leurs lames contre le premier jeune maître. Les garçons se préparent à une bataille brutale entre les combattants rouges et les marchands bleus. Dan remarque que Agnob a raison. Et Kuyang est vraiment trop audacieux. Il se met en colère et demande ce qu'ils font à sortir des armes contre leur maître. Il marmonne que ceux-là se souhaitent la mort, mais comme il a pitié de Wu, il considère que c'est une compensation. O lui demande alors de quoi il est désolé. Dan répond qu'il est désolé d'avoir gâché ses projets de vieillesse et de retraite paisible. Après tout, c'est O qui a envoyé Gongsun le tuer. Et a provoqué une dispute entre les frères. Ce qui a conduit à la maladie de père. S'il n'avait fait plier qu'un seul de ses fils, il aurait pu prendre le contrôle de tout le clan sans lever le petit doigt. Uri, disant qu'il s'agit d'une pure illusion. Dan s'avance. Et dit que tout a mal tourné lorsque Gongsun, qui devait le tuer, est tombé de sa main. C'est alors que le destin a déterminé qui était digne de vivre. O lui demande s'il voulait vraiment tuer Gongsun. Dan lui assure qu'il n'y a pas de problème, un seul coup et il a été envoyé dans l'autre monde. Il ajoute que si quelqu'un veut dévorer le groupe commercial, il aurait dû travailler plus dur, car maintenant il exigera des réparations. Ou, furieux, commence à préparer son attaque. Dan sourit, car son ennemi a été pris la main dans le sac. Et O se lève pour crier que Jin a manifestement envie de mourir. Dan serre le poing. Et rencontre la pompe de Wu, envoyant une explosion à travers la pièce. Les soldats de Wu parviennent à peine à rester debout.
Ou est étonné par l'énergie de la foudre et par le fait que le perdant soit doué pour les arts martiaux. Ou s'écarte, à peine capable de rester sur ses pieds. Ces hommes sont également choqués par son habileté. Comment a-t-il réussi à bloquer ce coup de poing? Dan demande s'il est acceptable de frapper quelqu'un qui s'est à peine remis de sa maladie. Il ajoute immédiatement que cela ne le dérange pas s'il s'agit d'un combat officiel. Ou se jette sur lui, le traitant de poulet arrogant qui vient d'apprendre à voler. Mais il crie que le clan Ouyang exige un duel et qu'avec l'accord de Dan, il aura lieu. Ou sourit et demande si cela suffit. Dan lève les mains et dit non. Il faut que ce soit un duel à mort, décide Dan. Ou remarque qu'il semble avoir fréquenté une école solide. En si peu de temps, ses compétences sont devenues impressionnantes. Mais il y a une chose. Il manque encore d'expérience, et Ou est sur le point de le lui faire sentir. Dan esquive facilement l'attaque, laissant Ou confus. Dan commence à charger son poing et déclare qu'il n'a pas besoin qu'on lui explique ce qu'est l'expérience. Il frappe Ou en plein dans l'estomac, créant une onde de choc et l'envoyant dans les airs. Et l'envoie en l'air. L'homme crache du sang et s'émerveille de sa force. Dan dit qu'il est sur le point de montrer la différence d'expérience. Au décollage, il réduit la distance en utilisant l'art éclairé du mouvement. Il vole face à face et lève le bras pour donner un coup de poing. Que Ou parvient à parer. Mais le corps de Ou s'est encore déplacé de quelques mètres sous la force du coup. Ils retrouvent leur équilibre et échangent des coups en se déplaçant dans la pièce. Mais Ou est toujours sur la défensive. Chaque coup est difficile à porter. Il s'aperçoit qu'il ne se bat pas contre un novice, mais un artiste martial expérimenté. Il serre sa lame, des flammes violettes s'allument autour de lui et il murmure « Non, ce n'est pas possible ». Ces hommes attendent avec impatience le coup fatal qui tuera Jin. Ou déclare qu'il ne perdra pas, son art est l'épée à 3 formes. Ou appelle Dan un simple médiocre contre lequel il ne peut pas perdre. Dan fait un pas rapide et réduit la distance en un instant. Ou ne se rend pas compte à quel point il s'est rapproché. Et Dan brandit déjà son poing en l'air pour dire adieu à ce salaud. Il lui assène un violent uppercut au menton. Le coup est terrible, Ou s'envole même à l'extérieur, à travers le toit. Tout le monde, y compris son frère, un autre frère, et même le père malade, regarde le trou dans le plafond, stupéfait. Même le médecin traitant demande « Que se passe-t-il ici ?» Seung-min croise les mains et dit qu'apparemment son fils a appris les arts martiaux. Et finalement, le maître des arts martiaux a été vaincu par le premier jeune maître. De retour au combat, Ou tombe au sol devant Dan. Il le regarde. Et le sang s'écoule lentement de la bouche de Ou. Ses hommes courent vers lui et appellent le chef. Ils le prennent dans leurs bras et accostent Jin. Ils lèvent ensuite la tête vers Dan qui leur demande s'ils veulent mourir eux aussi. Ou ne donne plus aucun signe de vie. L'un des hommes dit qu'il reconnaît l'intégrité de la victoire en duel de Jin. Mais si le clan Ouyang continue d'exiger des représailles par des duels, ils ne seront pas en mesure d'esquiver et perdront probablement. Dan répond qu'il ne s'attendait pas à vivre sans haine. Si on lui donne une daube, il se vengera, et s'il y a du mal et de la haine, il ne faut pas s'attendre à autre chose de sa part. Et la responsabilité en incombera à lui seul, pas au groupe de Yeonha. Hw dit que c'est trop dangereux. Dan lui rappelle ce qu'il a déjà dit, le groupe commercial lui appartient. Mais il appartient aussi à son père, aux gardes qui le protègent, et aux servantes qui le nourrissent et le respectent. Il ne permettra pas que son groupe soit malmené. S'ils ne comprennent pas, qu'ils aillent se faire voir, ils sont tous virés. Aesop semble prêt à pleurer de bonheur et de fierté. Les hommes de Ou sont furieux, mais ils partent quand même en lui souhaitant bonne chance. Après le massacre, tout le monde se rassemble autour de leur chef, Lee Jin-young, et attendent ses paroles. Aesop commence à trembler et à faire des compliments à Jin, mais l'un des hommes lui couvre la bouche. Il dit qu'il devrait avoir honte d'être ses gardes. Dan appelle Hw chez lui et lui demande d'apporter des élixirs. Il dit qu'il en prendra la responsabilité et qu'il pourra prendre autant d'élixirs qu'il en aura besoin. Hw promet de préparer le meilleur tonique possible, puisqu'il sera occupé à s'occuper des élixirs et à embaucher de nouveaux gardes. La scène change. Dan dit qu'il a déjà pensé à quelques candidats pour les gardes. Soudain, une personne demande si elle est sûre qu'il s'agit bien de Lee Jin-young. La scène change et nous revenons quelques jours en arrière. Le tout premier jour de travail de Lee Jin-young au Yonghwa Trading Group. C'est alors que Dan remarque quelque chose, et demande à Han Yop s'il a mangé. Il répond que non, qu'il travaille depuis l'aube. Pauvre ouvrier. Dan dit que c'est ce qu'il pensait, et il décide maintenant d'élaborer. Il baisse le regard, et voit les hommes de Ou rire et grignoter dans la cour. Cela l'agace que certains n'aient pas le temps de manger à cause du travail et que d'autres soient paresseux pendant les heures de travail. Ils doivent penser qu'ils peuvent vivre de l'argent des autres, et il a l'intention de les éliminer tous.
Il brise la clôture sous l'effet de la colère. Mais il y a un problème plus grave, des morceaux de la clôture tombent. Il doit les retrouver pour qu'ils prennent leur place en toute sécurité. Mais soudain, une idée lui vient et il se rend compte d'une chose. Il se rend compte qu'ils sont tous là, à l'intérieur de ce bâtiment. À l'intérieur, il y a un casino, un endroit où beaucoup de gens jouent pour de l'argent. Et ils sont là. Et il y a beaucoup de fumée ici. Quelqu'un le reconnaît et dit qu'il est une mauviette quand Dan entre à l'intérieur. Mais ils savent que c'est le même Jin-Young du groupe commercial de Yona. Il regarde autour de lui. Les gens autour de lui plaisantent en disant qu'ils pensaient qu'il était mort puisqu'ils ne l'avaient pas vu, mais ils sont sûrs qu'il va dépenser tout son argent ici. Il se dirige vers une salle privée. Où c'est tellement cool et sérieux que l'entrée est gardée. Le garde l'aperçoit. Et plaisante sur le fait que cela fait longtemps qu'il n'est pas revenu pour claquer tout son argent ici. Dan lui répond qu'il devrait se taire ou qu'il va lui faire de la graisse de porc. Le GH lui dit d'ouvrir la porte. Le porc s'offusque, mais Dan entre quand même. Son tapotement de chaussures attire l'attention de tout le monde. Surtout l'homme de l'autre côté du couloir et quelques-uns de ses sous-fifres. Il dit qu'il est enfin arrivé. Et qu'il a l'air d'aller mieux, donc le temps de récupération a dû lui faire du bien. C'est le renard empoisonné Cho Myung-go, le gars avec la cicatrice sur son visage. Il a 2 gardes du corps jumeaux et chauves, Yup Jin-bo et Yup Myung-bo. Myung-go dit que puisque cela fait longtemps, les jumeaux chauves devraient être accueillis comme il se doit. Il s'excuse et Myung-go leur rappelle qu'il est leur ami et qu'il devrait se montrer plus attentif. Dan s'assoit et fait remarquer qu'ils sont amis depuis l'enfance. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Mais il ajoute que cette amitié s'est accompagnée d'une violence unilatérale et d'une exploitation financière constante. Il s'assoit et dit que le mot amitié évoque apparemment des significations différentes pour tous les gens. Myung-go propose de s'amuser un peu après une longue pause, il doit avoir envie de jouer. Voici donc l'argent. En fait, Myung-go a envie de lui soutirer de l'argent et de jouer avec. Il promet de lui offrir quelque chose de grand, mais devant le silence de Dan, il s'énerve. Dan répond qu'il est occupé à réfléchir. Myung-go se demande à quoi il pense exactement. GH réfléchit à la possibilité de le tuer ou non. Il ne veut pas Myung-go, il veut les jumeaux. Ils vivent probablement avec lui comme des bandits. Et sont trop précieux pour pourrir sous l'aile de ce bâtard. Dan dit que la décision a été prise. Myung-go demande s'il l'ignore. Dan exige que la clé de la chambre forte lui soit remise à la première heure. Myung-go le regarde fixement pendant une seconde, puis demande si c'est juste pour l'argent. Pourquoi a-t-il besoin de la clé? Dan répond par l'affirmative, il prendra tout l'argent. Il commence à parler des montants extorqués et de ce qui lui est dû. Il dit qu'en toute justice, il devrait s'agir de 100 000 pièces. Myung-go le regarde, puis glousse un peu. Puis il éclate de rire. Il le traite d'humoriste et demande aux jumeaux s'ils ont aussi entendu cela. Jen a dû étudier les mathématiques. Il se lève, rit et dit que Jen doit être fou. Après tout, la chambre forte est pleine de bijoux. Mais il n'y a qu'une chose. Il n'y a rien que Jin-Young puisse prendre, comme son meilleur ami le lui fait comprendre de manière agressive. S'il a besoin d'argent, il peut l'emprunter et demande pourquoi la clé est si soudaine. Dan reste silencieux. Et Myung-go se demande pourquoi il l'a ignoré pendant tout ce temps. Cela l'énerve. GH se comporte comme un homme fragile après une maladie, et voilà qu'elle lui lance un regard noir et lui demande de l'argent. Il lui dit de se ressaisir et lui rappelle qui il est. Dan reste silencieux, Myung-go soupire. Il lui demande ce qui ne va pas et commence à claquer des doigts devant son visage. GH veut-il vraiment mourir? Le bandit ordonne aux jumeaux de le frapper pour qu'il ne bouge plus. Il s'approche et l'attrape en le tripotant. Dan se lève et dit qu'ils ne sont pas sérieux. Cela surprend beaucoup l'un des jumeaux. Il s'empare du jumeau et dit qu'il essayait seulement de faire preuve de gentillesse envers son ami. Mais comme cela n'a pas fonctionné, GH en saisit un par le bras et commence à le serrer. Puis il le jette à travers la pièce. Et il frappe la porte si fort qu'il la brise. L'autre donne un coup de poing depuis le haut. Mais Dan l'esquive facilement. Il pose ses mains sur le sol. Et donne un coup de pied dans les jambes du monstre chauve et muet. Le coup lui brise l'os de la jambe, il aurait aimé ne pas être estropié. Il grince des dents de douleur. Et tombe à plat sur le sol. Dan regarde les jumeaux. Et remarque qu'il s'agit d'une image assez étonnante. Il se lève. Et les jumeaux s'approchent à nouveau de lui. Il dit que c'est un spectacle digne. Ils ont tous les deux des os cassés, mais ils se relèvent immédiatement. Et il n'y a pas une once de peur dans leurs yeux. Ils sourient largement, c'est la réalité. Ils crient et se jettent sur lui en même temps. Mais Dan esquive. Il dit qu'il est temps d'en finir. Et disparaît sous leurs yeux. Ils sont abasourdis et ne réalisent pas où il est passé.
Et il se tient juste derrière eux. Il pose ses paumes sur leur calvitie et leur dit qu'ils sont trop précieux. Dan ne peut pas les laisser au service d'une telle médiocrité. Alors il leur écrase la tête l'une contre l'autre, et leur ordonne de rester où ils sont parce qu'il ne les avertira pas 2 fois. Et maintenant, il ne reste plus que Mungo. Il transpire et dit nerveusement qu'il est foutu. Dan sourit et répond qu'il ne reste plus que son cher ami. Un bandit hurle, outré que Dan ait caché l'étude des arts martiaux au lieu des mathématiques pendant sa convalescence. Dan se tourne vers Minot, surpris par sa lenteur inattendue à réagir dans cette situation. Mais le gars a déjà sorti un couteau de sa poche, au moins il a un avantage. Il demande à s'approcher, mais Dan suggère à son adversaire de discuter calmement de la situation au lieu de poursuivre le combat. Minot soupire, exprimant son agacement. Il se rend compte qu'il n'a rien à craindre. L'agresseur se rend compte que Jin Young est une cible facile. Il court et crie furieusement que la victoire est à celui qui frappera le premier. Mais quelque chose l'arrête, un objet est apparu juste devant son visage. Il s'agit d'une énorme dalle que Dan lui a lancée. Ensuite, GG se prépare à le frapper avec son énergie. Après avoir transpercé la dalle, son poing s'est dirigé directement vers la tête de ce salaud. Mais ce dernier pose sa main sur sa tête. Dan déclare que la victoire est toujours une contre-attaque, en retournant les mots de l'ennemi contre lui. GH sourit et dit que l'homme en face de lui n'est qu'un imbécile. Il donne alors à Minot une véritable chaise électrique, en lançant des éclairs à travers sa paume dans la tête du gars. L'homme derrière la porte est terrifié et il est certain que quelqu'un va mourir au cours de cette bagarre frénétique. La torture est presque terminée et nous voyons le visage épuisé de Minot. GH lui lâche la tête et il tombe. L'image est encore meilleure, 3 corps gisent sur le sol de la salle privée. Dan s'assoit et lui demande de reprendre ses esprits. Mais Minot continue de trembler et de tousser. Il essaie de se lever et se met à rire et à tousser. Minot réagit. Il demande calmement à Jin Young ce dont il a vraiment besoin. Ce dernier, stupéfait, se demande ce que Jin a bien pu faire pendant sa convalescence, en voyant son incroyable force. Peut-être a-t-il consacré sa période de convalescence à un entraînement furtif au lieu de se reposer? Myung-go se demande si la vengeance n'est pas la raison des actions de Jin, essayant de se rappeler s'il a été si mauvais avec lui. Réalisant la possibilité d'une vengeance, Myung-go hurle de rage, accusant Dan d'un massacre planifié à l'avance. Myung-go, terrifié, s'adresse à Dan comme à un ami et lui propose n'importe quoi au lieu des clés pour le calmer. Myung-go se souvient frénétiquement de leur amitié d'enfance, essayant de justifier ses fautes passées et de persuader Dan. Insistant désespérément sur leur amitié, Myung-go tente de trouver un terrain d'entente avec GH. Myung-go, décidant que l'amitié le sauvera, est soulagé que sa décision soit correcte. Guy interrompt les excuses feintes de Myung-go avec dégoût, exigeant qu'il le laisse partir immédiatement. Paniqué, Myung-go élève leur relation au niveau de la fraternité, essayant d'éviter à tout prix la colère de Dan. Myung-go ordonne aux jumeaux d'accueillir Dan comme leur nouveau grand frère, afin de renforcer leur statut. Et c'est ce qu'ils font. Myung-go se souvient de la vraie nature de leur relation passée, où Myung-go l'humiliait, l'obligeait à lécher ses chaussures et l'escroquait. Myung-go planifie de s'enfuir avec les jumeaux à la première occasion, ne croyant pas en la nouvelle fraternité. Il est persuadé qu'avec les jumeaux, il trouvera facilement un nouvel emploi et une source de revenus après son évasion. Les jumeaux confirment l'ordre de Myung-go, traitant Dan comme un grand frère, faisant preuve d'obéissance. Dan demande sérieusement à Myung-go s'il est prêt pour l'engagement à vie que comporte le titre de frère désigné. Myung-go, remarquant ses doutes, lui rappelle son nouveau statut. Et les jumeaux jurent de servir Dan comme leur grand frère. Dan accepte le serment des jumeaux, satisfait de leur volonté de le servir fidèlement. En ordonnant aux jumeaux de sortir, Dan déclare qu'il est nécessaire d'identifier le frère aîné, puisqu'ils sont maintenant nommés frères. Il dit à Myung-go qu'ils décideront de l'ancienneté et annonceront le résultat plus tard. Myung-go, abasourdi, tente d'arrêter ce qui se passe en criant « Attendez une seconde ». Mais il est ignoré. Les jumeaux s'éloignent. Il reste seul. Myung-go ne sait pas ce qui se passe et ce que Dan essaie d'accomplir. Myung-go réalise soudain que le but de Dan n'était pas l'argent, mais quelque chose d'autre. Dan accuse sans détour Myung-go d'exploiter sans vergogne des personnes crédules à des fins lucratives et condamne un tel comportement. Il déclare son intention de rectifier la situation en prenant les jumeaux sous sa garde pour les élever correctement. Avec un soupir étouffé, Myung-go suggère désespérément à Dan de prendre l'argent et de s'arrêter là. Myung-go s'indigne en disant qu'après l'avoir battu, Dan lui enlèvera aussi les jumeaux, le privant ainsi de tout. Paniqué, il déclare que l'homme le condamne à mort, qu'il le tue donc sur le champ. Dan envisage sarcastiquement de tuer le type qui se trouve devant lui. Puis il dit « D'accord, allons-y ». Et il donne un coup de pied à la mâchoire de Minot.
Cela l'a surpris, du sang a jailli de sa bouche. Dan remercie Myung-go pour ses années de travail, soulignant l'hypocrisie de leur amitié. Et lui assène de nombreux coups de poing. Myung-go encaisse tous les coups sans pouvoir riposter. Pendant le passage à tabac, il commence à se rendre compte de quelque chose. Myung-go est horrifié de réaliser que Dan est vraiment prêt à aller jusqu'au bout et à le tuer. Dans un murmure étranglé, Myung-go tente de suggérer quelque chose à Dan, à peine capable de prononcer les mots. Dan s'interpose sans entendre le murmure, obligeant Myung-go à le répéter plus fort. En sanglotant, le bandit propose de donner la clé en échange de sa vie, ce qui lui vaut une réponse sarcastique. Myung-go demande avec confusion comment s'adresser à Dan maintenant que leur statut d'ami a changé. Mais GH s'en empare immédiatement. Il la lance contre le mur de l'immeuble, le transperçant de part en part. Les jumeaux voient leur frère et lui demandent comment il va. Dan se frotte les mains. Min-ho lui-même pense que les actions de Dan sont insensées, parce que ce qu'il a donné aujourd'hui est tout simplement horrible. Les jumeaux demandent à Myung-ho s'il a vraiment perdu le combat et s'il a perdu face à Dan, en voyant son état. Myung-ho confirme amèrement sa défaite. Il annonce aux jumeaux que Dan est désormais leur grand frère. Myung-ho ressent une humiliation insupportable, prêt à fondre en larmes après la défaite. Il se dit que les jumeaux seraient mieux dans le solide groupe commercial de Yeonha que dans son casino clandestin. Myung-ho se souvient avec nostalgie des années passées aux côtés des jumeaux, croyant en leur lien. Il les remercie en silence. Mais ils s'en vont. La colère envahit Myung-ho. Il insulte mentalement les traîtres chauves et ingrats. Myung-ho se souvient de l'avertissement du vieil homme de ne pas faire confiance aux hommes aux cheveux noirs et reconnaît maintenant qu'ils ont raison. Un passant reconnaît l'homme en haillons comme étant Cheol Myung-ho, disparu depuis longtemps, et est frappé par son apparence pathétique. Un autre passant confirme qu'il s'agit bien de Cheol Myung-ho. Il se demande où sont passés ses fidèles jumeaux. Les bandits, remarquant l'absence des jumeaux, décident qu'ils peuvent maintenant facilement s'occuper de Myung-ho affaibli. Le bandit s'approche de l'un des clients du casino. Il sourit, en poussant un soupir étouffé. Myung-ho, voyant ses ennemis l'entourer, leur rappelle de façon menaçante sa réputation de renard empoisonné, tentant de les intimider. Il défie ses agresseurs, leur proposant de s'approcher d'eux s'ils l'osent, malgré son état. L'un des bandits traite Myung-ho de cadavre ambulant avec mépris, lui reprochant son insolence persistante. Quelqu'un dans la foule crie l'ordre de tuer Myung-ho, ce qui marque le début d'un massacre brutal. Myung-ho se rend compte que cette attaque pourrait lui être fatale et maudit son destin. Il s'adresse mentalement à Dan, le rendant responsable de sa mort et le qualifiant de traître ultime. Soudain, après l'impact, une forte explosion disperse tous les salauds dans la pièce. Myung-ho voit son sauveur. Dan se lève et remarque la méchanceté des bandits qui attaquent Myung-ho seulement maintenant qu'il est sans défense et seul. GH leur ordonne de prendre tout ce qui a de la valeur sur Myung-ho vaincu. Myung-ho commente avec scepticisme les actions du voleur Dan, les qualifiant d'ostentatoires dans un monde cruel. Il se dandine à peine jusqu'à la sortie. Deux têtes chauves le poursuivent du regard. La scène a changé, il fait jour. L'un des jumeaux s'adresse à Dan, en utilisant le titre de grand frère, en attendant ses instructions. Le jumeau remercie Dan d'avoir aidé Myung-ho dans ce combat. Et l'autre jumeau le remercie également d'avoir aidé leur ancien maître. Puis ils se remettent au travail et s'en vont tandis que Dan reste silencieux. Dan se pose la question qui a troublé de nombreux visiteurs du casino souterrain. Pourquoi les formidables jumeaux ont-ils servi Myung-ho? Certains pensaient qu'ils avaient été achetés comme esclaves. D'autres ont supposé que les jumeaux avaient simplement peur de Myung-ho et n'avaient aucune loyauté envers lui. Le narrateur admet qu'il a lui-même adhéré à l'une de ces opinions populaires. Mais la vérité était différente, ni l'esclavage ni la peur n'expliquaient la loyauté des jumeaux. Dan sourit et pense à la difficulté qu'il a à comprendre cela, même dans sa deuxième vie. Il accepte la difficulté de reconnaître les intentions des autres, surtout dans l'histoire des jumeaux et de leur maître. À ce moment-là, quelqu'un se tient devant la porte et les observe. Il est choqué et n'en croit pas ses yeux. Il regarde l'homme en face de lui et n'arrive pas à réaliser qu'il s'agit bien de Lee Jin-young.